Bonsoir. Il y a un an à peine que faisait-on au Proche-Orient la guerre, comme d'habitude. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on au Proche-Orient? De paix. On ose à peine y croire, une paix rêvée depuis des dizaines d'années, une paix possible aujourd'hui, le 30 octobre prochain, c'est-à-dire demain. Vous verrez peut-être dans ce journal une image spectaculaire provenant de Madrid, l'Israélien Shamir, le Palestinien Husseini, l'Égyptien Moubarak et le Syrien Assad, ensemble, autour d'une même table ou dans un même lieu, recevant la bénédiction de l'Américain Bush et du Soviétique Gorbatchev pour une poignée de main plus que symbolique. Joël Hazard. James Baker était littéralement aux anges en invitant Israël et les pays arabes à la conférence de paix au Proche-Orient. Pour le secrétaire d'État américain, l'espoir d'une nouvelle ère est à portée de main, marqué, dira-t-il, par l'acceptation de l'autre et non plus le rejet, marqué par le dialogue et non plus la violence, marqué par la coopération et non plus les conflits. C'est conjointement avec son homologue soviétique, Boris Pankin, qu'il a convoqué la conférence à Madrid le 30 octobre. En effet, le ministre soviétique des Affaires étrangères avait signé auparavant le dernier acte de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Union soviétique. Après 24 ans de rupture, cet accord va permettre à Moscou de coparrainer la conférence de paix. Le dernier obstacle sur le chemin de Madrid a été levé ce matin. James Baker avait pris connaissance des noms des représentants des territoires occupés. Il a garanti à Isaac Shamir que la liste des délégués palestiniens était acceptable et conforme aux exigences israéliennes. La réponse d'Isaac Shamir ne s'est pas fait attendre. Israël prendra part à la conférence, car, dira-t-il, je ne vois pas de meilleure solution. Un auditeur attentif, Bernard Kouchner, secrétaire d'État à l'action humanitaire, nous vous avons invité, bonsoir. Bonsoir. Pour votre livre, Le malheur des autres, publié aux éditions Odile Jacob. À votre avis, ce malheur-là, celui du Proche-Orient, est-il peut-être terminé? Écoutez, en tout cas, James Baker était ravi, et nous le sommes tous, si enfin l'intolérance recule et si enfin toutes ces horreurs qu'on avait l'habitude en effet d'égrener tous les soirs reculent un petit peu, c'est formidable. Et puis les voir, enfin, ces gens qui vont se rassembler, peut-être se parler. Il y aura d'autres malheurs, il y aura d'autres difficultés. Mais celui-là, cette bêtise absolue de la guerre qui fait qu'on finit par la paix, on va enfin en voir le bout. Peut-être. Restez avec nous. Le bilan définitif de la catastrophe de Melun est connu. 16 morts et 55 blessés. 6 d'entre eux sont encore dans un état très grave. Les causes, en revanche, restent mal définies. La SNCF ne veut pas donner d'explication avant la fin de l'enquête, mais une hypothèse est tout de même retenue. 36 heures après l'accident, on a en effet déjà des éléments sur ce qui a pu se passer. La boîte noire du train de marchandises a été retrouvée. Elle révèle que le conducteur a bien ralenti juste avant la collision, mais il ne s'est pas arrêté. Béatrice Nivois, Yves de Wulf. Pour l'instant, la SNCF se refuse à commenter les résultats de la lecture de la boîte noire appartenant au train de marchandises. Il faudra attendre les conclusions des 3 enquêtes menées par la SNCF, l'administration et le SRPJ de Versailles. La boîte noire a révélé que le convoi de marchandises, qui roulait à près de 50 km/h, a bien freiné à l'avant-dernier feu, soit à 1500 mètres du signal d'arrêt, un signal situé avant l'aiguillage où la collision s'est produite. La question à laquelle tenteront de répondre les enquêteurs, que s'est-il passé entre les 2 signaux? Depuis 9 h ce matin, les recherches pour retrouver les victimes sont arrêtées. Dans la nuit, les équipes de secours ont désincarcéré 2 corps, celui d'une passagère et celui du conducteur du convoi de marchandises. Cet après-midi, la préfecture a annoncé que 16 personnes avaient trouvé la mort dans cette catastrophe. 55 autres avaient été blessés, dont 6 très gravement. Les travaux de dégagement se sont poursuivis pour rétablir le trafic redevenu normal de la banlieue vers Paris, beaucoup plus encombré en direction du sud. Les infirmières sont encore choquées dans les 2 sens du terme par l'attitude des forces de l'ordre hier à leur égard. Elles ne comprennent pas que des canons à eau et des grenades lacrymogènes aient pu être utilisés contre elles, mais elles n'entendent pas abdiquer pour autant. Elles ont manifesté de nouveau à Paris aujourd'hui. Et ce qui est le plus marquant dans ce mouvement, c'est qu'après les incidents d'hier, les grands patrons veulent maintenant montrer clairement leur solidarité. Certains sont même allés manifester. Tous sont d'accord avec les revendications des infirmières. Reportage à l'hôpital Necker, Laurence Mobilier et Dominique Duchâteau. À nouveau sur le pavé, les infirmières de Necker ont bloqué pendant 1 heure le carrefour situé à proximité de l'hôpital pour faire entendre leurs revendications, mais aussi pour témoigner de leur indignation après les violents incidents survenus hier.
On n'a agressé personne, il n'y avait aucun danger ni pour le public ni pour les biens. Je suis là aujourd'hui, c'est qu'en raison de ce qui s'est passé hier, des violences totalement inadmissibles que nous ne pouvons pas tolérer dans un régime dit démocratique. Vous connaissez beaucoup de professions où la durée de vie entre guillemets professionnelle est de 7 ans. Ah mais regardez nos têtes. À Necker, même les bébés sont solidaires des infirmières. Et dans le service de réanimation des enfants malades, les soins sont assurés comme à l'accoutumée. Mais sur les blouses blanches, on a écrit sa colère. Manque d'effectifs, mauvaises conditions de travail, salaire trop bas, le mouvement est soutenu par les médecins du service. À l'heure actuelle, nous avons 5 postes sur 26 d'infirmières diplômées qui ne sont pas pourvus. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de fermer des lits. Dans un service comme ici, qui est un service normalement de 18 lits, eh bien nous avons 6 lits qui sont fermés. 27 médecins de l'hôpital Necker Enfants Malades ont pris position en faveur des infirmières. Et la détermination de ces dernières n'a pas fléchi. Les mouvements vont se poursuivre. Mardi prochain, une grande manifestation nationale est prévue à Paris. Et la coordination nationale infirmière a décidé de porter plainte contre la police. Cette répression musclée des CRS a suscité une polémique entre 2 ministres, Bruno Durieux, Santé, et Philippe Marchand, Police Intérieure, ne semblaient pas être ce matin sur la même longueur d'onde. Ils ont en effet polémiqué par médias interposés sur la nécessité d'ouvrir une enquête, c'était ce matin. Mais finalement, les 2 ministres sont tombés d'accord pour examiner le détail des incidents, lors desquels 2 infirmières ont été blessées. C'était cet après-midi. Retour sur la polémique d'abord avec Charles Sanviti. Garde mobile plus CRS en appui. Des canons à eau en face, les infirmières. Hier soir, leur manifestation a tourné court. Gaz lacrymogène plus intervention musclée. L'ordre public, certes respecté. Seulement aujourd'hui, 4 infirmières sont blessées. Alors certains font la grimace, syndicat de policiers en tête. La FASP, majoritaire chez les policiers en tenue, soutient les infirmières. À l'Assemblée, en poignade, l'opposition dénonce le fait du prince. Jusqu'à Bruno Durieux, le ministre de tutelle, qui lui aussi s'interroge. Je tiens à rendre hommage au sens de responsabilité des infirmières. Pour les incidents d'hier, il y a lieu de savoir dans quelles conditions, dans quelles circonstances précises ils se sont déroulés. Demande d'explication au ministre de l'Intérieur seulement. Apparemment, Philippe Marchand oppose à son collègue une fin de non-recevoir. Ce n'est pas, évidemment, les injonctions, même d'un ami du gouvernement me disant qu'il faut une enquête, qui me feront déclencher une enquête. C'est tout simplement la lecture objective et la connaissance des faits. Pas d'injonction, apparemment solidarité gouvernementale en panne. D'autres, parlementaires socialistes comme Yvette Roudy, condamnent carrément l'action du ministre centriste. Un conflit qui s'enlise, géré par un ministre d'ouverture. Aujourd'hui, la marge de manœuvre de Bruno Durieux semble se réduire comme peau de chagrin. Bernard Kouchner, c'est pas dur d'être à la fois ministre et médecin, ou médecin et ministre? Oui, ce serait dur dans la rue. Écoutez, je ne vais pas ajouter à la polémique. Il y a les nécessités du maintien de l'ordre, qui n'étaient d'ailleurs apparemment pas menacées. Et puis, il ne faut pas exagérer non plus cet incident regrettable. C'est sinistre de voir des infirmières dont le métier est de conforter la vie, d'être douce, dont on a besoin, dont on sait, évidemment, et les qualités et le dévouement. Être traité de la sorte, ça nous semble complètement anachronique. Mais est-ce que ça n'est pas, traité de la sorte, il ne faut pas non plus exagérer, mais est-ce que ça n'est pas cette espèce de panne de la société, cette espèce d'impossibilité de se parler? Les problèmes sont très graves. On ne va pas régler le problème de la santé tout de suite. Je sais que c'est difficile. Durieux a des difficultés, Philippe Marchand aussi, les infirmières, beaucoup plus encore. Mais est-ce que dans ce pays, on va pouvoir se parler? Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête des soignants? Et vous en êtes, se faire agresser par une société ou un gouvernement qui la représente à coups de grenades lacrymogènes? Oui, bon, enfin, elles peuvent manifester. Heureusement, on peut s'exprimer, mais pas suffisamment. Bien sûr que les grenades lacrymogènes et les canons à eau sont détestables à voir, et surtout sur des femmes et surtout sur les infirmières. Mais il y a aussi la nécessité d'entamer un dialogue différent que celui de la rue. Il y a aussi la nécessité d'harmoniser un système de santé avec l'évolution du monde, et ça, c'est pas facile. Mais surtout, essayons de nous parler différemment. Vous avez l'intention de vous déplacer en France ces jours prochains? Mais j'arrive de Clermont-Ferrand, pourquoi? On vous a pas empêché d'atterrir Mais non, mais là aussi, bien entendu. Alors, on m'a pas empêché d'atterrir, non. Et moi, je demande qu'à dialoguer, c'est pas ma partie. Je suis dans l'action humanitaire. Est-ce que l'action humanitaire doit parler à tout le monde avec onction, puis bientôt on va leur faire des piqûres à tous pour les calmer? Non.
il y a une angoisse paysanne que je comprends très bien. Et je me demande de temps en temps, parce que je m'attendais en effet à rencontrer des paysans aujourd'hui, je me demande de temps en temps si aller là-bas chez les autres qui sont malheureux mérite pas plus d'explications pour ceux qui sont malheureux en France aussi. Et cette angoisse paysanne s'est exprimée à Nancy, Élise. Une manifestation et incendie en effet sur la piste de l'aéroport. Michel Sapin a atterri avec une demi-heure de retard. Les agriculteurs se sont ensuite heurtés aux forces de l'ordre et 2 personnes ont été blessées. Reportage de la 3 sur place, Laurent Mazurier et Charles Bézard. Rendez-vous manqué pour les 11 tracteurs surgis à l'horizon ce matin de l'aéroport de Nancy-Essay. Leur intrusion sur la piste, les bottes de paille enflammées ont tout juste obligé le ministre Michel Sapin à atterrir à l'aéroport de Louvigny. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour empêcher un ministre d'atterrir à Essay-Nancy, parce que ce ministre fait partie d'un gouvernement, est solidaire de ce gouvernement, et ce gouvernement laisse crever les paysans. Une demi-heure plus tard, changement de décor devant le palais des Congrès. Une centaine de CRS et policiers protègent l'arrivée du ministre. Les 100 à 150 agriculteurs veulent passer, c'est l'incident. Un peu plus tard, colère dans les rangs des agriculteurs. Ils se plaignent des coups de matraque qui ont fait 2 blessés au moins. La bataille de rue durera 1 heure. À l'intérieur du palais des Congrès, Michel Sapin n'a rien vu. Chamboulement à la tête de la NPE, conséquence prévue et prévisible de la nouvelle politique de l'emploi décidée par Martine Aubry. Le président Jean Bornard a remis sa démission et il a voulu ainsi mettre en garde le gouvernement. D'après lui, certaines décisions concernant la NPE ont été prises dans les ministères et sans concertation, alors que l'agence se doit d'être gérée de manière tripartite avec le patronat et les syndicats. Agnès Molinier. L'Agence nationale pour l'emploi va changer de tête avant de changer de stratégie. Jean Marimbert, le directeur général, nommé en 90 par Jean-Pierre Soisson, l'ancien ministre du Travail, va être remplacé. C'est le nouveau ministre Martine Aubry qui l'a annoncé hier. Selon elle, il n'a pas démérité, mais il faut aujourd'hui amplifier l'action de l'agence en matière de placement. Mercredi déjà, Pierre Bérégovoy a affirmé que la NPE n'apportait pas le concours qu'elle devrait aux demandeurs d'emploi. Ajouté aux propos de Michel Charasse sur les faux chômeurs, les critiques se sont succédé ces derniers mois. Ce matin, le président de la NPE, Jean Bornard, ancien patron de la CFTC, a décidé lui aussi de démissionner. Il n'a pas apprécié d'être seulement informé du départ de son collaborateur. Pour lui, la NPE sert de bouc émissaire. Ce n'est pas elle qui est responsable des 2,7 millions de chômeurs, mais le manque de croissance. Confusion à La Haye, Serbes et Croates ne parviennent pas à s'entendre sur le projet européen et les contours d'une nouvelle Yougoslavie. Confusion sur le terrain, les combats continuent malgré la signature d'un nouveau cessez-le-feu. On en est au 10e et pendant ce temps, les civils continuent de trinquer. Notre équipe s'est rendue en Hongrie. Ils sont 30 000 en tout, 30 000 Croates à avoir quitté leur pays devant la violence des combats. Leurs conditions de vie sont précaires dans ces camps installés à quelques kilomètres de la frontière. Mais ils ne veulent pas retourner chez eux, même si leur exil forcé doit durer longtemps. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Paul Géroard et Joseph Tual. L'unique cabine téléphonique. L'endroit le plus fréquenté du camp de Nagyatad, 1200 réfugiés, pour la plupart des vieillards, des femmes et des enfants. Ici, on vit suspendu aux nouvelles distillées par la radio et à celles, trop rares, des hommes qui sont restés là-bas. Là-bas, c'est à quelques kilomètres, la Croatie, les maisons et les usines détruites et la fuite pour ceux qui ont tout perdu. La plupart des 30 000 Croates qui ont choisi l'exil hongrois vivent entassés dans les villages proches de la frontière, le plus souvent chez l'habitant. À Nagyatad, on les a concentrés dans une caserne désaffectée. Les autorités hongroises étaient restées discrètes sur l'existence de ces camps. Cette fois, les portes se sont ouvertes pour une évaluation des besoins médicaux par l'organisation Pharmaciens sans frontières. Comment notre pays peut retenir les problèmes financiers de ces camps? Alors, la bourse est dépensée dans ces derniers jours. Alors, on demande l'aide financière internationale parce que vraiment, ces gens ont besoin de la nourriture, des médicaments, du chauffage. Les problèmes risquent de devenir réellement aigus dans les mois qui viennent si effectivement rien ne se passe au niveau des organismes internationaux, voire des gouvernements. Enfin, pour venir en aide à ces gens qui jusqu'à présent sont entièrement à la charge des Hongrois.
Si jusqu'à présent les conditions de vie sont restées acceptables, la promiscuité et l'enfermement sont le lot quotidien de la grande majorité. Il faut une autorisation spéciale pour sortir du camp. Les plus chanceux sont les adolescents qui parlent hongrois. Ils peuvent rejoindre chaque jour le lycée de la ville. Une liberté relative qui ne change rien à l'angoisse et à la nostalgie. Les journées passent vite, mais mon piano et mon vélo me manquent. J'ai pas pu les emporter. Et puis, les paysages de chez moi me manquent aussi. L'hiver approche, les réfugiés croates s'apprêtent à le passer ici, derrière ces murs cernés de barbelés. De toute façon, la plupart d'entre eux n'ont que des ruines à retrouver en Croatie et tous savent que la guerre risque d'être encore très longue. C'est aussi votre sentiment, Bernard Kouchner, vous rentrez de Yougoslavie, vous y étiez encore il y a quelques jours. Heureusement qu'il y a eu l'annonce de la conférence de Madrid au début, parce que sinon, quel journal. Oui, c'est mon sentiment. Malheureusement, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. S'ils veulent se battre, les Serbes et les Croates, pour mille raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer, malgré cette ingérence, nous y venons, politique réussie de l'Europe, malgré la présence des militaires et des diplomates courageux, des 200 qui essaient de s'interposer, les cessez-le-feu ne durent pas. Alors, comprenez, de 10e cessez-le-feu en 20e, ça rappelle quoi? Le Liban. Alors vous plaidez pour le droit d'ingérence, une expression qu'on retrouve souvent dans votre livre. Est-ce que l'Europe ne peut pas aller plus loin dans ce droit, et j'allais dire, pour reprendre votre terme, dans ce devoir d'ingérence? Oui, alors l'Europe, évidemment, comme elle est seule, on lui demande d'aller plus loin. Comme il n'y a personne d'autre, on est très exigeant avec elle. Mais l'Europe, il faut qu'il soit d'accord. Lorsque l'Europe avance un tout petit pas du côté croate, c'est le côté serbe qui se ferme, et réciproquement. Donc c'est très difficile. À La Haye, en ce moment, on devrait discuter des minorités, protection des minorités yougoslaves, et des frontières. Sujet absolument essentiel pour l'avenir de ce qui sera ce pays. Mais s'ils ne veulent pas discuter, s'ils ne veulent pas avancer, comment peut-on faire? La France a proposé une force d'interposition, vous le savez. Maintenant, c'est complètement illusoire, il faudrait 500 000 hommes. Et puis nos partenaires n'ont pas accepté. Mais en tout cas, là-bas, et bien ailleurs aussi, on a l'impression que l'Europe existe, l'Europe des 12. Et heureusement qu'il y a ce bloc de démocratie solide avec la tête un peu sur les épaules, même si à l'intérieur des pays, le dialogue n'est pas suffisant. Heureusement qu'il y a ça. Parce que les nationalismes, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, tout ce qui remonte... Vous les voyez monter. Mais comment je les vois monter partout? Dans ce livre que vous êtes gentil de citer, mais c'est vrai qu'on a envie de parler d'autre chose que de présenter un livre maintenant, j'ai un chapitre qui s'appelle « La nuit polonaise ». En Pologne, c'était ça. Dans les pays de l'Est, c'est ça. Est-ce que dans l'URSS, ou anciennement URSS, ça va être ça aussi? C'est-à-dire le retour à des vieux démons. Les Yougoslaves vous parlent comme s'ils étaient sortis de la naphtaline depuis 45 ans. Les Serbes disent me bats contre le fascisme et les Croates disent me bats contre le bolchevisme. Il faudrait quand même faire évoluer un peu les esprits, parce que le monde est dangereux et il y a bien d'autres problèmes ailleurs. Un dernier, vous êtes toujours MSF, ministre sans frontières. Oui, écoutez, en tout cas, ça s'impose ces temps-ci. Toujours ministre. Et, écoutez, à moins que j'ai dit quelque chose de pas bien, mais j'ai essayé de respecter à la fois la solidarité gouvernementale et les infirmières que j'aime, c'est pas facile. Bernard Kouchner, bonsoir et merci. Le malheur des autres, publié par Odile Jacob. Plus de peur que de mal à Lyon, où un incendie s'est déclaré sur une barge chargée d'hydrocarbures. Un incendie très spectaculaire, vous le voyez. Une centaine de pompiers ont lutté toute la nuit contre l'extension du sinistre et grâce à eux, le feu ne s'est pas propagé à d'autres produits dangereux, mais cet incendie pose plus globalement le problème du stockage des produits toxiques en plein centre-ville. Le Grand Bleu, pour le plaisir, mais aussi pour la connaissance. Un plongeur a découvert, par 36 mètres de fond, entre Cassis et Marseille, une grotte sous-marine préhistorique qui aura sans doute le même succès que la grotte de Lascaux. La découverte est de première importance au niveau mondial. Les peintures animalières remontent en effet à 10 000 ans avant notre ère. Une superbe découverte donc, encore faut-il pouvoir la voir. Et là, ce n'est plus une question d'histoire, mais une question d'argent. Jean-Marc Pitt. Sormiou et ses calanques, tout près de Cassis, une nouvelle grotte préhistorique qui a été découverte cet été. Ses parois sont recouvertes de dizaines de peintures et de gravures datant de quelques 10 000 ans avant Jésus-Christ. L'annonce de cette découverte a été faite aujourd'hui, en même temps que son classement parmi les monuments historiques. Son originalité par rapport à celle de Lascaux vient de son accès. Il se trouve à 36 mètres de fond. C'est donc un plongeur professionnel qui l'a trouvé. C'est une grotte qui est immense. Donc les premières fois que je suis allé, je me suis baladé, c'était plus un régal des yeux. Puis c'est là que j'ai découvert des chevaux peints, des bisons, chevreuils, cerfs, des oiseaux. Et il y a des gravures de partout, là c'est pas des peintures, c'est gravé quoi. Hein. Donc il y a un phoque qui est gravé avec une flèche dedans, donc on voit bien que ça a été habité quoi. Ces images fabuleuses qui font partie de notre patrimoine, nous ne pouvons malheureusement pas vous les montrer.
Les intérêts liés à leur commercialisation ont pris le pas sur celui du public. Par ailleurs, la curiosité que suscite cette grotte a peut-être déjà tué. Le 1er septembre dernier, 3 personnes seraient mortes dans le conduit sous-marin qui y mène. Aujourd'hui, l'accès en est verrouillé. Blanco, c'est fini, c'est pas fini. C'est fini au Parc des Princes. Il y jouera demain contre l'Angleterre son dernier match. Blanco, c'est pas fini. S'il gagne avec les siens, il aura droit ailleurs à quelques matchs en rab en Coupe du Monde. À 35 ans et après 92 sélections, Serge Blanco va en effet rendre le maillot de l'équipe de France qu'il porte depuis 11 ans. Redouté de ses adversaires pour son agilité et son talent, le numéro 15 français est l'un des plus grands joueurs de rugby de tous les temps. Portrait en forme d'hommage, Alain Dorgans et Pierre Michel. L'itinéraire de Serge Blanco, emprunté en 1980 en Afrique du Sud, sera bouclé à la fin de cette deuxième Coupe du Monde. L'expression « le rugby est une fête » n'a jamais été aussi bien illustrée que par Serge Blanco. Si les Anglais ont qualifié Blanco de Pelé du rugby, c'est qu'il en est la parfaite réincarnation. Le gardien, le dépositaire d'un sport de joie, d'un certain esprit. Le rugby a toujours eu le même esprit. Ça fait des années, je crois que Blanco a continué à entretenir cet esprit, et il y a d'autres garçons qui seront là, notamment moi Jean-Baptiste ou n'importe quel autre joueur. Je crois que le rugby français est assez riche pour se permettre de laisser partir Serge Blanco. Depuis la première de ses 92 sélections, un record, Serge Blanco a exporté dans le monde entier sa conception du jeu artistique, inspiré du rugby enchanteur. Samedi, lorsque Serge Blanco arrachera une dernière fois son maillot bleu au Parc des Princes, un sentiment de tristesse va s'emparer de lui. Je crois que je vais être triste, ça c'est indéniable. Mais je crois aussi que je vais avoir beaucoup de plaisir à retrouver mes enfants avec lesquels je pourrai jouer le dimanche au rugby. Le rugby sera certes orphelin du style flamboyant de Blanco, mais le plus grand service que donnerait cet arrière génial serait de transmettre son héritage aux futures générations. Cet avis s'adresse à tous, enfants, adolescents, adultes, femmes, hommes, lurons et surtout grincheux. Écoutez bien, Astérix revient avec la rose et le glaive. Et la rose, c'est la femme, mais les Gaulois un peu machos, vous allez le voir, vont se piquer aux épines du féminisme. Voilà pour l'histoire. Côté chiffres, sachez que ce nouvel album est tiré à 2 millions d'exemplaires uniquement pour la France. Véronique Bonnet et Philippe Jasselin. Grande nouveauté dans le dernier album d'Astérix, l'introduction d'une héroïne forte femme qui va remettre en cause les bonnes vieilles habitudes des dévoreurs de sangliers. Avec Maestria et ses idées féministes, parallèlement à la guerre contre les Romains, c'est aussi à la guerre des sexes que nous assistons. Le personnage principal féminin, qui s'appelle Maestria, est une lutétienne qui a été demandée par les femmes du village pour éduquer les enfants du village, à la place d'Assuranceurix le barde. Seulement, voilà, c'est une lutétienne, elle a des idées nouvelles, des idées neuves, elle est féministe, et elle souhaiterait justement émanciper les femmes du village. Ce qu'elle réussit très bien à faire, mais seulement, évidemment, ça crée quelques troubles parmi les ménages et un bouleversement à l'intérieur de cette petite société du village gaulois. 2 millions d'exemplaires en France, 2 millions en Allemagne et 7 millions répartis sur 15 autres pays dans le monde entier. C'est aujourd'hui la ruée sur Astérix avec cette mise en place spectaculaire et pour les fans absolus, il y a même une biographie, L'Uderzo Storix. Pour terminer les pronostics de Monsieur Courtine, pour le tiercé écarté de demain, il vous conseille le 8, le 3, le 19, le 12, le 9, le 15, le 6 et le 11. Vous le voyez, le 12 est son joker. En 30 secondes, il sera à 20h, ce 19-20 est terminé. Marc Hautement vous donnera d'autres informations à 22h50. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Bon week-end à lundi 19h. Bonsoir. Bonsoir.